Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM où je reçois aujourd'hui Thierry Hayet. Thierry, bonjour. Bonjour. Thierry, vous êtes dirigeant d'Asti qui est basé à Brioude. Et avant de parler de cette entreprise et avant de parler et entreprise et passion, on va d'abord parler de vous. Qui êtes-vous, Thierry Hayet ? Alors moi j'ai 56 ans, je suis Thiernois d'origine. Mes parents sont natifs du nord de la France, mais moi je suis né à Thiers. Donc j'ai fait toutes mes études à Thiers. Ensuite, je suis allé un petit peu à Clermont-Ferrand. Après, j'étais encore à l'époque où on faisait son service militaire, donc j'ai fait mon service militaire, une petite partie à Istres. Après, derrière, j'ai fait l'école d'officier d'armée de l'air à Évreux. Et je suis revenu, et là, j'ai intégré l'entreprise familiale, après avoir fait un BTS Action commerciale. Donc, dans l'emballage, mon père avait monté cette société en 1997. Et là, j'ai commencé, donc, on va dire, à faire mes premières armes dans le commercial terrain, ce qui m'a donné pour mission, dans un premier temps, de développer la clientèle de bouchers charcutiers, primeurs, tout ce qui était exposant sur les marchés. Donc, c'est une clientèle qui est quand même pas facile à travailler, mais ça permet de se dégrossir, on va dire, surtout en sortant de l'école. Ensuite, j'ai continué dans l'entreprise familiale. J'ai pris en charge un certain nombre de comptes, on va dire moyens, PME, TPE. Une clientèle qui était régionale ? Donc toujours régionale, avec quelques marchés nationaux, mais pas l'intermédiaire de Michelin, donc on va dire que ça reste régional. Quelques implantations avec MSD Chibré, Philips. Par la suite, voilà. Au départ, c'était que le tissu des PME, on va dire sur l'Auvergne. J'ai fait beaucoup le Cantal aussi. Et puis à la fin, donc, j'ai pris en compte, j'ai suivi les grands comptes comme je vous disais, Philips, Michelin, MSD Chibré, et j'ai pris les rênes, c'est-à-dire la succession dans l'entreprise. En gros, après avoir fait quasiment tous les postes, puisque mon premier travail, quand j'étais tout jeune, à l'âge de travailler à 15 ou 16 ans, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, j'étais fait magasinier. Donc j'ai appris à conduire un chariot, à préparer des bons de livraison. Donc j'avais fait à peu près, on va dire, toutes les tâches. Et puis l'aventure s'est poursuivie avec on va dire les premières crises qui sont arrivées depuis le choc pétrolier, c'est-à-dire la crise des subprimes de 2008, où là il y a eu quand même une grosse secousse. Et moi, ça faisait 2 ans que j'étais à la tête de l'entreprise. Et là, on a eu grosse baisse d'activité, on a eu des impayés par des entreprises qui avaient perdu des marchés. Bien sûr. J'ai cru qu'on allait passer à la trappe. On a réussi à présenter un plan de restructuration, mais sans passer par le tribunal. Donc, on s'est restructuré, on va dire, avec l'aide de fournisseurs, en négociant avec les banques. Et puis moi, je me suis dit à ce moment-là, malgré tout, j'ai qu'un BTS. En France, quand on n'a pas de gros diplômes sur le marché du travail, ça ne se valorise pas. Et c'est dommage parce que j'ai géré aussi l'entreprise pendant 2 ans et ce n'est pas valorisé. Donc je suis retourné je suis allé à l'école de commerce, passer un executive MBA. Alors pour la petite histoire, en sortant du bac, je voulais faire l'école de commerce, je n'ai pas été pris. En sortant de BTS, j'ai retenté l'école de commerce, à 2 places près, je n'ai pas été pris. Et la 3e fois... C'était la bonne. Oui, en validation partielle des acquis. Et là, quand je suis rentré, j'ai dit à mon épouse, ils m'ont pris, je vais être major. Et je suis sorti major, avec 16 de moyenne générale. Bravo. Donc j'étais content. Et j'ai dit finalement, ils ne voulaient pas de moi. Et à la fin, ça l'a fait quand même. Comme quoi, la persévérance sur le long terme, ça porte ses fruits. Et puis, bon, après, derrière... Qu'est-ce que vous pensiez qu'il vous manquait justement pour avoir besoin de retourner faire cette formation ? Vous aviez cerné des points sur lesquels vous aviez besoin d'être accompagné, d'avoir plus de... C'est pas ça. La démarche... Alors, en fait, je suis ressorti avec quelque chose pour lequel j'étais pas venu. C'est-à-dire qu'au départ, j'y suis allé pour dire il me faut un diplôme pour mettre sur un CV. Si demain l'entreprise se casse la figure, sur le marché du travail, mais 2-3 ans à la direction d'une PME, ça se valorisera pas bien. Par contre, si j'ai un diplôme, forcément, derrière, ça m'ouvre beaucoup plus de portes. Mais en même temps, quand j'y suis allé, ça m'a ouvert d'autres portes, ça m'a amené une vision complètement différente, ça m'a amené beaucoup en termes d'analyse stratégique et ça m'a donné confiance. C'est d'ailleurs ce qui m'a, je pense, ça m'a demandé un moment de gestation, c'est ce qui m'a aidé à un moment donné aussi à quitter entre guillemets le cocon familial entrepreneurial, puisque à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est plus entendu. Il y avait mon père dans la société, il y avait ma sœur, il y avait un associé historique, on ne s'est plus entendu. Moi, j'ai dit, je m'en vais. C'est ce qui a fait que je me suis retrouvé en Haute-Loire. Voilà.
D'accord. Et cette entreprise, donc Tiernoise, elle était spécialisée plutôt dans quel type d'emballage et qu'est-ce que ça vous avait permis d'acquérir comme connaissance? Alors, emballage industriel principalement, un peu alimentaire, agroalimentaire, donc à destination beaucoup des industries. Donc c'était du négoce en fait, de l'achat en gros avec de la revente, mais avec beaucoup de sur-mesure. C'est-à-dire qu'il fallait déterminer des besoins, des cahiers des charges. Donc le rayonnement c'était sur l'Auvergne principalement avec quelques marchés nationaux. C'était une entreprise qui faisait 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On gérait à peu près 1 million d'achats par an. Voilà. Et moi ce que ça m'a amené et qui m'a aidé par la suite, c'est une culture industrielle. Parce que quand on est dans des problématiques d'emballage, on rentre dans l'atelier. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre les problématiques, il faut comprendre le métier. Et à partir de là, quand on multiplie dans des univers différents, à un moment donné, on a une culture industrielle avec des choses qui se déclinent. C'est-à-dire que la problématique qu'il y a eu chez tel client, on peut aussi amener une solution chez tel autre, et ainsi de suite. Et c'est ce qui m'a aidé, moi, à changer complètement d'activité, parce qu'effectivement, c'était pas forcément évident d'aller dans un univers qui n'avait absolument rien à voir. Et c'est grâce à cette culture d'entreprise aussi, une culture industrielle, que j'ai pu le faire. Vous l'avez modélisé, vous avez pu l'exporter ailleurs. Et donc... Ça m'a donné en fait, ça m'a donné vraiment tous les outils en termes de problématiques, en termes de vision sur l'organisation d'une production, parce que nous, on produisait rien. Oui. Et là, je produis. Donc, heureusement que j'ai vu les autres produire et les problématiques. C'est ce qui m'a aidé justement à avoir une approche qui permet justement d'optimiser et de s'améliorer. Donc là, on est en 2011, 2012, quand vous finissez l'ESC on est en... Alors, attends, c'était 2009, je crois, 2009, oui. Et vous allez avoir l'envie d'aller, alors peut-être voler de vos propres ailes ou en tout cas chercher d'autres opportunités? Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas, en fait, j'étais le PDG de l'entreprise, mais j'étais pas majoritaire en termes d'action. Je pouvais pas faire ce que je voulais, on n'avait pas la même vision des choses. Et moi, je voyais que ça allait pas bien, qu'on se cassait la figure, on perdait des taux de marge et on bougeait pas. Donc, à un moment donné, j'ai dit, moi, ça va aller dans le mur, mais sans moi. Jusqu'à un moment donné où la dernière assemblée générale, ça a clashé et j'ai dit, moi, je m'en vais, c'est tout. Et donc, et j'ai trouvé, en allant sur les sites, sur Internet, j'ai trouvé une entreprise qui était à vendre en Haute-Loire. Ça m'a intrigué, sous-traitance, j'ai dit pourquoi pas. Je suis venu voir 3 fois et puis je me suis dit, il y a des choses à faire avec cette société et donc c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et alors, il faisait quoi ? Alors Asti, historiquement, était l'émanation d'un dirigeant d'un ESAT qui existe toujours, qui s'appelle Étape 43 à Brioude, mais qui avait des clients qui estimaient que c'était, en termes de réactivité, c'était pas le top. Les ESAT, ils voulaient autre chose. Et à l'époque, les clients, c'était des clients qui n'ont rien à voir avec les clients d'aujourd'hui. Quasiment, puisque c'était des Aubrilam, c'était des Valeo, beaucoup Valeo. Après, il y avait à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un petit peu de reconditionnement textile aussi. Et donc, eux sont partis là-dedans en 2000. Donc, Monsieur Desgeorges, qui était l'ancien dirigeant, donc a lancé son affaire là-dedans. Il est parti en gros avec ses clients. Et puis, l'évolution du marché a fait que son activité a changé régulièrement, pour en arriver à ce que quand je suis arrivé pour reprendre, ils avaient un seul client qui s'appelle Recticel maintenant, qui a été racheté, qui s'appelle Carpenter, qui est à Langeac, qui fait des housses de matelas pour tout ce qui est camping-car et qui représentait 98% du chiffre. Donc inutile de vous dire, j'étais pas le premier qui passait, mais je suis le seul qui a accepté d'y aller. De prendre cet enjeu-là avec tous les risques qu'il y a derrière. Parce qu'il y avait urgence fait à trouver absolument d'autres débouchés. Bien sûr. Donc j'ai misé en fait là-dessus et sur aussi l'ADN des salariés parce que je savais qu'ils étaient capables de s'adapter sur beaucoup de domaines et donc j'ai relevé le pari, mais il a fallu investir au départ beaucoup parce que c'était vraiment dans le jus de l'époque, assez vieillot. On n'avait pas franchement envie de confier sa production dans un endroit comme ça, donc il a fallu faire beaucoup de travaux, des aménagements de postes, réorganiser et puis petit à petit essayer de redévelopper sur d'autres activités, ce qui n'est pas évident parce que dans la sous-traitance, à la différence de l'emballage, si vous voulez, à un moment ou à un autre, vous vendez un carton d'adhésif, un carton de film étirable, la personne elle vous le prend pour la sous-traitance c'est autre chose, c'est qu'on part sur quelque chose qui on vous confie un produit, c'est censé durer, il y a une histoire de confiance, faut le temps de faire ses preuves, c'est beaucoup plus long.
Et alors, ce temps, il a été extensible ou pas du tout? Ce temps, il était très compliqué parce que quand je suis arrivé, l'activité était porteuse. Et Asti a fait son meilleur résultat depuis un peu plus gros chiffre d'affaires depuis qu'il existait, mais porté par le seul client. Année suivante, le marché se casse la figure, moins 30%. Et moi, derrière, je n'avais pas encore eu le temps d'aller développer d'autres clients. Donc, on a bu le bouillon. On a failli passer à la trappe. Je ne me suis pas payé pendant 9 mois. Combien de salariés à cette époque-là? 22. 22 salariés. Alors, ce que j'ai fait le choix délibéré de pas licencier, de pas de faire chômage partiel et de me sacrifier moi. Pourquoi ? Parce que je savais que j'avais dans l'objectif, en ligne de mire, un certain nombre de projets sur lesquels on travaillait, sur lesquels on se formait pour essayer de les développer. Et je me suis dit, si j'arrive, et eux, auparavant, ils connaissaient tous les ans les problématiques de chômage partiel, de licenciement. Et moi, j'aurais dit, je ferai tout pour que ça n'arrive plus. Donc, j'avais ma parole qui était en jeu. En plus, je me suis dit, je suis en train de créer une dynamique. Si je fais ça, je la casse. Bien sûr. Il faut que je garde toutes mes forces vives et dans un esprit d'une certaine sérénité, on va dire, pour pouvoir, pour la suite. Voilà. Donc, c'était un pari aussi, parce que j'aurais pu après, finalement, ne pas avoir les marchés. Et puis ça aurait mal fini. Mais bon, on y est arrivé. Et alors, ces marchés, ils vont être tournés vers quel type d'entreprise ou quel type de nouveaux produits, peut-être? Alors, il y a eu deux axes dans un premier temps. Il y a eu un axe qui était assez rapide, qui était un des clients de Recticel, qui était à côté de Langeac et qui a voulu travailler avec nous sur des housses aussi. Donc ça, c'était plutôt inespéré et c'était quelque chose qu'on savait faire immédiatement. Donc on avait fait 200 000 € de chiffre sur l'année, on était bien contents. Et puis le groupe a décidé de fermer le site subitement en un mois. Donc on s'est retrouvé avec notre nouveau développement, plus rien. En parallèle, moi j'avais commencé à démarcher l'atelier 1083, qui est le premier fabricant de jeans qui a relocalisé la fabrication de jeans, qui est à Romans-sur-Isère. Donc, alors là aussi, ça ne s'est pas fait facilement. Moi, j'avais vu un reportage sur M6 dans Capital où ils disaient qu'ils ne trouvaient pas d'atelier en France pour faire les jeans et que ça allait bloquer dans leur développement. Donc moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé de les contacter, ils n'ont jamais voulu me voir. Il se trouve que fin 2017, j'ai eu le prix de la reprise d'entreprise de Haute-Loire et il y a un petit film qui a été tourné sur notre atelier. Je leur ai envoyé le film, je les ai rappelés. Et là, ils ont vu qu'on n'était pas trois guignols dans un garage, donc ils se sont dit « Ah, c'est peut-être un vrai atelier, donc on veut bien vous voir ». Alors par contre, c'est là que ça devient rigolo, c'est que ça s'est passé un peu comme dans La Vérité si je mens, c'est que moi je suis allé les voir, je les ai harcelés pour qu'ils me passent des commandes pour faire des jeans, tout content. Moi j'avais des couturières, j'avais des machines à coudre, et je suis revenu, et puis j'ai dit à ma responsable, j'ai dit « Voilà, on a une commande de jeans ». Elle m'a dit « Il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas faire les jeans, on n'a pas les machines ». Et j'ai dit, c'est pas grave, on va acheter des machines et puis on va apprendre. Mais on va pas leur dire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, je les ai tenus en haleine, en gros. En même temps qu'on se formait, on faisait des prototypes que j'amenais, on validait pour corriger la qualité, et ainsi de suite. Et petit à petit, comme ça, on est monté, nous on fait des petites commandes. Ça a pris 1 an, en fait, pour avoir, on va dire, la première commande ferme. Voilà, ferme. Après, derrière, on est monté en puissance puisque les dernières années, alors à part les 2 dernières années qui ont été très compliquées, mais on était monté à 1000 jeans par mois en fabrication quand même, en partant de zéro. Et la fierté, c'est qu'on avait des personnes qui savaient coudre, mais pour certaines, les vêtements, elles en avaient cousu il y a 20 ans quand elles étaient à l'école. Et ils avaient plusieurs ateliers de fabrication. On est l'atelier qui est le plus fiable en termes de qualité. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on entend tous forcément, ou on lit tous que tout le textile est fait à l'étranger, je ne citerai aucun pays, comment fait-on pour continuer à fabriquer des produits textiles en France et en vivre surtout? Parce que la problématique, elle est financière. Sur le principe, tout le monde veut acheter du français. Dès qu'on commence à parler prix, c'est plus pareil. Il n'y a plus personne. Voilà, c'est plus compliqué. Ouais. Alors, même les industriels, c'est plus compliqué aussi. Bon, il y a des choses qui arrivent quand même. On arrive à le valoriser un petit peu plus, on va dire, presque peut-être dans l'industrie que dans le vêtement. Parce que dans le vêtement, on est à des tels écarts que, si vous voulez, ça devient terrible. C'est qu'on a des compétences quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des salariés qui ils cherchent pas juste à fabriquer. C'est-à-dire quand on nous fournit les coupes, par exemple, on fait le contrôle de toutes les coupes. On fait aussi bien le contrôle dimensionnel que le contrôle visuel. Ce qui, dans les pays qu'on ne citera pas, n'est pas le cas. Ils ont les yeux fermés, en gros, ils prennent, ils fabriquent. Voilà.
Bon, après, ça sort du prix, ça sort la qualité qui va avec. Nous, on a quand même en termes d'exigence, on a la chance d'avoir des salariés compétents qui se posent des questions. Et donc, ça permet d'avoir à la fin, parce que le non-qualité, c'est un coût. Hein. Bien sûr. Et la non-satisfaction aussi, parce que ça veut dire qu'on perd le client. Donc, à un moment donné, la sanction, elle est là aussi. Hein. Plus, aujourd'hui, l'effet multiplicateur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous achetez telle marque avec un problème de qualité, vous avez payé hors de prix et qui est fait à l'étranger, à un moment donné, ça fait mal. Hein. Que nous, on est même dans l'optique où, en fin de compte, on identifie les défauts que nous, on imagine. Déceler, ouais. Et on laisse notre client décider si c'est un défaut ou pas. Mais nous, on ferme pas les yeux. On l'identifie, voilà. Alors que ça soit de notre faute ou pas. Alors, parce que des fois, c'est de notre faute, mais est-ce qu'on le répare ou pas? On attend d'avoir la décision, mais on identifie. Donc ça, c'est un gros point. Après, il faut être imaginatif, c'est-à-dire qu'on a réfléchi en termes de production, comment on fait pour arriver sur des volumes plus petits à arriver à faire des volumes plus grands. Donc en gros, là, on est dans la production, typiquement, c'est quelles sont les opérations qu'on peut réunir, quelle que soit la couleur, les tailles, pour pouvoir faire qu'une ligne, en fait. Voilà. Pour passer de l'efficacité à l'efficience. Voilà, et donc ça, c'est des choses qu'on fait. Donc moi, bien sûr, vous avez bien compris que je ne suis pas du tout du textile, donc je n'ai pas inventé. Donc c'est des choses qu'on fait forcément, c'est des réflexions qu'on a communes avec les collaborateurs en disant, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ils ont... Alors par rapport à avant, où en gros, ils faisaient qu'un type de produit, puis on leur demandait rien, surtout de se taire et de fabriquer. Là, aujourd'hui, ils ont une certaine autonomie. C'est même eux, des fois, enfin, je vais dire elles, parce qu'on a la particularité, c'est d'avoir quasiment que des femmes dans nos ateliers. On a 2 hommes sur 27 aujourd'hui, voilà. C'est que d'elles-mêmes, elles sont à même de proposer. Des fois, elle dit, tiens, on essaierait bien de faire comme ça. Donc c'est plutôt bien, je dirais, parce que on va dire que là, on a un niveau de maturité qui est intéressant et qui font qu'elles s'impliquent. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'elles se rendent compte que si on passe trop de temps, elles seront payées la même chose à la fin du mois. Mais elles ont le souci de dire, si on passe trop de temps, on ne sera pas compétitif. Donc c'est plutôt bien. Et là aussi, on a une évolution entre quand j'ai repris Asti et Figé. Hein. Là, on a libéré. Alors, avec tout ce que ça comporte, parce que quand vous libérez, ça part aussi un peu dans tous les sens. Ça crée des angoisses, parce qu'il y en a qui vont dire, moi, nous, on préférait faire le travail d'avant. Oui, bah oui, parce que ça crispe. On a changé l'atelier, les plans de travail, les clients, ça fait beaucoup de choses. J'en ai conscience. Et d'ailleurs, je me suis fait accompagner à un moment donné par mon épouse qui m'a rejoint, à la fois pour faire la comptabilité et l'administration, mais aussi surtout pour les RH. Pour les RH, oui. Parce que je voyais qu'il y avait besoin d'huile. Et ça, je ne sais pas faire, en fait. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion. Je reçois aujourd'hui Thierry Hayet, repreneur, dirigeant d'Asti à Brioude. Thierry, vous nous avez évoqué ce parcours de vie, ce début dans l'entreprise familiale spécialisée dans l'emballage. Ensuite, un MBA à l'école de commerce de Clermont, désormais Clermont School of Business. Et ce rachat en 2016 à Brioude d'Asti, au départ dans la couture avec un client unique, donc un risque total pour un chef d'entreprise, un élargissement des compétences et des compétences avec une évolution de vos collaborateurs, Trice, vous venez de nous le dire aussi, avec cette dimension, j'imagine, de formation, d'accompagnement, de montée en puissance et en autonomie. Alors aujourd'hui, pour vous, avec ces 10 ans, puisque ce sont les 10 ans de cette reprise d'entreprise, quel regard portez-vous sur ce rôle de chef d'entreprise et puis qu'est-ce que vous pouvez faire partager à nos auditeurs? Alors, déjà, il faut avoir un certain niveau d'inconscience, en fait. Tout à fait. Oui. Alors, on s'en rend pas forcément compte sur le moment, on s'en rend compte après coup. Oui. Et après coup, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens que je connais, amis ou autres, qui me l'ont dit, pas sur le moment, qui me l'ont dit après. J'ai un ami qui était passé me voir au début, qui m'a dit, il a dit, quand je suis rentrant, je dis à ma femme, ça va être très dur pour Thierry. J'ai quelqu'un d'autre que je connaissais un peu autrement, qui n'était pas un ami, et qui m'a dit, honnêtement, quand je suis venu te voir la première fois, je suis reparti, j'ai dit, c'est dommage parce qu'il est sympa ce gars. Donc ça, je le sais depuis pas longtemps. C'est-à-dire que se lancer dans un secteur qu'on maîtrise pas, on connaît pas les clients, on connaît pas le métier, on connaît rien du tout. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est aussi le ressenti, c'est le nez qui fait déjà. Au départ, moi j'ai senti qu'il y avait du potentiel. J'ai senti qu'il y avait une équipe qui était capable d'avancer par rapport à ce que j'imaginais. Et je pense que je me suis pas trompé aujourd'hui.
Et ça, je pense, c'est le plus important. Bien sûr. Après, derrière, on a toujours tendance à vouloir rester en zone de confort. Moi, je m'étais imaginé que si je quittais l'entreprise familiale, j'allais aller dans l'emballage, puisque c'était ce que je connaissais. Mais je me suis rendu compte aussi en même temps que j'étais un petit peu sclérosé et que j'ai eu une seconde jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai trouvé de nouveaux challenges, ça m'a redonné de la niaque, alors que entre guillemets, je végétais, quoi. Au bout d'un vous moment, ronronniez. Voilà. Au bout d'un moment, vous connaissez les produits, les fournisseurs, les marchés, les clients. Bon, il se passe plus grand-chose. C'est pas des secteurs non plus où il y a des révolutions au quotidien. Bon, là, en plus, j'ai les mains libres, c'est-à-dire que je peux tout réinventer. D'ailleurs, aujourd'hui, on est sur de la doudoune. Vous voyez, c'est celle que je porte aujourd'hui. On a fait le salon du Made in France en novembre, pour la première fois. Là, on se lance sur de la doudoune. On est en train de déposer une marque. Donc, on va essayer d'avoir notre propre marque avec nos propres produits. Donc, vous voyez d'où on vient. Là où The Matelas avec un seul client, en 10 ans, c'est quand même pas trop mal. Et là aussi, il a fallu apprendre. On ne savait pas la faire, la doudoune. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut être capable de s'entourer. Bien sûr. Ça, c'est justement quand on n'a pas la compétence, ce qu'il faut, c'est trouver les gens compétents pour le faire. Pour pouvoir s'appuyer, des gens de confiance, de préférence. C'est pas toujours évident. Donc, la compétence technique, mais pas seulement. Il faut savoir s'entourer aussi au niveau personnel. Parce que quand on est en couple, quand on est chef d'entreprise, tout le monde vit l'entreprise. C'est inévitable. Ça s'arrête jamais, dans les bons côtés comme dans les mauvais. Bon, les bons côtés, c'est pas ce qui pose le problème. Non, c'est l'inverse. Mais les galères, on le fait vivre à tout le monde. C'est pour ça qu'au départ, mon épouse faisait autre chose. Et puis, elle m'avait dit, moi, j'aimerais bien travailler avec toi. Et je lui ai dit, non, je suis pas sympa. Et au boulot, c'est pas une bonne idée. Mais en fait, je me suis dit, en fait, c'est quelqu'un, bien sûr, de confiance. Et puis, de toute façon, je lui fais tout vivre. Donc, autant qu'elle le vive de l'intérieur et qu'elle y participe. Et qu'elle y apporte et qu'elle sa m'aide. vision. Voilà, parce que de toute façon, elle va le vivre aussi. Bien sûr. Alors, ça c'est compliqué aussi. D'ailleurs, moi, j'ai été juge au tribunal de commerce à Clermont-Ferrand. Et on a beaucoup de... On disait à l'époque, effectivement, c'était les 3D. C'est dépression, dépôt de bilan. Et divorce. Dans le sens que vous voulez. Oui. Mais en général. Et malheureusement, il y en a beaucoup, ce qui n'arrange pas les choses, parce que quand vous allez déjà pas bien, derrière ça rajoute. Alors c'est la faute de personne, c'est comme ça. Ça fait partie du fardeau quand ça va mal aussi du chef d'entreprise, parce que ça peut aller jusque-là. Parce que quand vous allez pas bien, c'est pas que l'entreprise va pas bien, vous allez pas bien non plus. Donc vous comportez pas forcément comme il faut. Faut que tout le monde le supporte, vous supporte. C'est compliqué. Donc Et l'entrepreneuriat, ça se vit de toute façon en famille. Oui, de toute façon, sauf si vous êtes tout seul. Si vous êtes célibataire, vous avez ça en moins, on va dire. Maintenant, c'est pas forcément plus simple parce que quand vous êtes seul, déjà vous avez ce qu'on appelle la solitude du chef d'entreprise. Alors la solitude du chef d'entreprise, c'est pas d'avoir des amis ou d'être en couple. Vous l'avez quand même. C'est-à-dire à un moment donné, quand vous avez une décision grave à prendre, c'est pas collectif la décision. Mais si vous avez du soutien ou quelqu'un, une écoute, c'est vrai que c'est quand même une aide. Surtout si vous pouvez confronter, sans affronter, mais confronter. C'est bien d'avoir des fois un avis, quelqu'un d'impartial qui peut vous aider, vous supporter. Alors pour clôturer cette interview, Thierry Hayet, alors vous venez de nous parler de vos doudounes, des grands projets sur Asti, une vision en quelques mots. Principalement la doudoune. Là, aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte au salon qu'il y avait une demande sur la doudoune française. Donc là, on est en train de faire de la doudoune auvergnate. On est en train de travailler sur un produit écologique aussi, donc je ne peux pas vous dévoiler pour l'instant. Oui. Je suis en train de déposer une marque aussi. Donc voilà, ça va être principalement ça. On va dire le redéploiement. Aujourd'hui, on va dire qu'on s'est restabilisé sur nos marchés historiques, puisqu'on a eu tout le monde a eu un trou d'air, on va dire, il y a en 2024. Là, on est reparti. Et là, on est en train de se structurer. Donc, on a encore élargi le spectre de nos clients, on va dire, sur des petits peu de l'ameublement, sur d'autres choses et tout. Mais le principal projet aujourd'hui, c'est de la doudoune. On va faire 2 types de doudoune. Une doudoune, on va dire, premier prix, accessible facilement, destinée notamment aux professionnels. Et puis, une doudoune plus haut de gamme et qui va être écologique. Voilà. Écoutez, ce sera un grand plaisir de vous recevoir dans quelques mois pour venir de nous parler de ce nouveau produit et puis je l'espère, du rayonnement de la doudoune auvergnate au plan national, voire plus. Merci à vous d'être resté encore une fois sur Logos FM et à très bientôt dans Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.